No, la jornada difícil, desde anoche grupos voluntarios, rescatistas, Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar personas, a lo que uno se dedica, pues, a salvar vidas. Todo, por favor, vamos a buscar un tobo, pero aquí no es momento de saquear, es momento de ponerle, ¿ok? Y ese es todo. Sufrimos un embate de la naturaleza, perfecto, pero vamos a ayudarnos entre todos a recuperar. ¿Y qué tienen que ser las autoridades? No sirven las autoridades, no sirven, porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, toda la gente de la naval metida aquí, ayudando a los venezolanos. Et la liaison est rétablie avec la rédaction de France 24 à Bogota pour évoquer la situation du Venezuela, frappé mercredi par ce double tremblement de terre. On l'a dit avec nous, Maxime Pluvinet. Bonjour Maxime, on se posait la question tout à l'heure des secours nationaux comme internationaux. Où en sont-ils à l'heure qu'il est face à des dégâts humains et matériels extrêmement impressionnants? Et oui, face au désastre des deux séismes, suivis de dizaines de répliques qui ont frappé le Venezuela le mardi 24 juin en fin d'après-midi, eh bien la réponse internationale en tout cas ne s'est pas faite attendre. Des dizaines d'États se sont mobilisés tout au long de la journée de mercredi, et ont promis une aide pour la population vénézuélienne, par exemple les États-Unis, la France, des États européens, mais aussi la Chine et même l'Iran. On peut noter aussi les appels de soutien de plusieurs États latino-américains, comme par exemple la Colombie d'où je vous parle, le Mexique, le Salvador et bien d'autres, qui tous ont promis de mobiliser des équipes de secouristes, de médecins, et aussi une aide alimentaire, médicale et humanitaire pour la population du Venezuela. Du côté du secteur privé, notons également le soutien apporté par Starlink, qui est la filiale d'antenne par satellite de SpaceX, dirigée par Elon Musk, qui a annoncé vouloir fournir de manière gratuite ses services d'internet et de connectivité aux populations les plus touchées, en particulier dans la Guaira, l'état de la Guaira, qui est l'un des plus touchés par le double séisme. Notons aussi la mobilisation de la communauté vénézuélienne ici en Colombie. La Colombie abrite la diaspora vénézuélienne la plus importante du monde. Nombre d'entre eux ont fui les conditions économiques du Venezuela, mais également les troubles politiques à partir de 2017 sous Nicolás Maduro. Et ils se sont mobilisés à travers leurs collectifs, leurs organisations, leurs églises pour faire parvenir l'aide nécessaire à la population vénézuélienne. Et très concrètement, Maxime, à ce stade des opérations, rappelez-nous quels sont les besoins les plus immédiats, les plus urgents. Alors nous sommes à peine un peu plus de 24 heures après le double séisme, et évidemment la majorité des milliers de résidents de la capitale Caracas ou même des états très affectés comme la Guaira sont sans abri, sont encore dans la rue. Ils attendent désespérément l'arrivée des équipes de secours internationaux, car les équipes de secours vénézuéliens sont déjà débordées, n'ont pas assez d'effectifs ni de machinerie pour pouvoir accéder aux zones les plus reculées qui ont été affectées, avec des dizaines d'édifices, de bâtiments qui se sont complètement
effondré. Nos correspondants d'ailleurs sur place de France, la chaîne de France 24 en espagnol, nous ont rapporté des scènes, en particulier dans la Guaira, de sinistre total où les secours, même vénézuéliens, n'ont pas pu encore accéder pour déblayer les débris et espérer poursuivre la recherche d'éventuels survivants. La Guaira que je mentionnais, justement, a été mentionnée par la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, comme une zone sinistrée, en même temps qu'elle déclarait l'état d'urgence dans le pays. Et on déplore aussi des images avec des scènes de chaos, de pillage, de saccage de commerce dans la capitale vénézuélienne et dans les États les plus affectés comme celui de la Guaira. Les habitants attendent donc impatiemment l'arrivée et le déploiement des équipes internationales pour pouvoir rechercher leurs proches et les éventuelles personnes disparues ainsi que les personnes coincées sous les décombres. Merci beaucoup Maxime Pluvinet, membre de la rédaction. Venezuela hier, au moins 235 victimes, des milliers de personnes encore disparues. L'aide internationale s'organise, à commencer par celle de Washington, qui se dit prêt à aider le pays. Oui, et c'est la confirmation du rapprochement entre Washington et le nouveau régime de Caracas. Ça témoigne donc de l'engagement des États-Unis dans ce nouveau Venezuela, aux côtés de Delcy Rodriguez, ce visage qu'ils ont choisi, qu'ils ont contribué à installer au pouvoir. Et c'est aussi un premier test pour les États-Unis pour montrer que, oui, ils peuvent sauver des vies, ils peuvent aider le Venezuela à gérer l'urgence, mais en même temps, ils peuvent montrer que désormais, le régime de Caracas est suffisamment stable pour gérer une crise humanitaire de cette portée, aussi, évidemment, grâce à l'aide des Américains. Alors, il y a d'autres pays qui ont envoyé leur aide au Venezuela, la Chine, le Brésil, le Qatar, entre autres, mais la taille de leur aide n'est pas comparable à celle des États-Unis. Les États-Unis ont une force de frappe sur l'aide humanitaire absolument encore incomparable. Ils ont l'un des systèmes d'intervention les plus performants au monde, qu'ils utiliseront donc pour aider leurs nouveaux amis, comme les définit Donald Trump dans un message qu'il a posté sur son réseau social Truth. Il faut dire aussi que cette implication des États-Unis pourrait aider à lever les sanctions plus rapidement, parce qu'on sait que les sanctions entravent l'arrivée des secours humanitaires et elles entravent aussi les flux financiers. Ce n'est pas pour l'instant dans l'intérêt de Washington. Ces tremblements de terre, ils arrivent à un moment où la situation humanitaire au Venezuela est déjà critique. Oui, et en fait cette catastrophe risque d'aggraver des vulnérabilités déjà existantes. C'est l'avis de l'ONU, c'est ça qui rendra ces tremblements de terre particulièrement terribles, c'est que le Venezuela n'est pas prêt. Donc au-delà des victimes qu'il y a concrètement tout de suite, il y aura des conséquences dramatiques sur la vie dans le pays ces prochaines semaines. On sait que faire de l'essence, c'est compliqué. Acheter des médicaments en pharmacie, c'est compliqué, il y a des pénuries. Il y a des pénuries dans les supermarchés, donc faire les courses, c'est compliqué également. Donc il y a une chaîne d'approvisionnement déjà fragile qui va être fragilisée évidemment encore davantage dans un pays où 8 millions d'habitants avaient déjà besoin d'aide humanitaire selon l'ONU avant la crise. Avec le changement de régime, il y avait un espoir de relance économique. Oui, là clairement les espoirs de relance économique sont douchés. Il y a les premières estimations des pertes économiques qui sont entre 10 et 100 milliards de dollars. Évidemment, la fourchette est immense encore pour l'instant, c'est trop tôt, mais 100 milliards de dollars, pourquoi c'est important? Parce que ça correspond à la taille de l'économie du pays. On vient d'avoir les derniers chiffres, c'est le Financial Times qui les a révélés, puisque le gouvernement vénézuélien y travaille. Et en fait, c'est la première fois qu'on a des vrais chiffres sur l'économie vénézuélienne. On n'en avait plus depuis 2012. Donc la taille du pays qui était estimée bien plus élevée, là on est à 100 milliards de dollars. Vous imaginez, c'est peut-être le montant des dégâts avec une dette de 240 milliards de dollars. C'est bien plus que ce à quoi s'attendaient les marchés. Donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui le Venezuela peut difficilement se remettre de cette situation économique et de cette catastrophe en plus tout seul. Donc le pays va dépendre d'un soutien extérieur, massif et durable.
De cet immeuble de 3 logements, il ne reste que des cendres et un amas de ruines. Les façades sont totalement noircies par les flammes. Dans les décombres, des objets en témoignent. C'est une perte totale. Le feu s'est déclenché vers 1h du matin dans cet immeuble du Chemin Royal. Alertés par le voisinage, une vingtaine de pompiers de Saint-Pierre et de Saint-Laurent sont intervenus 5 minutes plus tard. Quand on est arrivé, vraiment, la façade de la maison était vraiment embrasée. Il aura fallu près d'1h30 aux pompiers pour maîtriser le brasier. 9 personnes ont été évacuées, dont 5 enfants. On parle de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants à l'étage. On parle à l'étage du haut avec un couple, avec un jeune enfant. Et à l'arrière, dans la troisième partie du triplex, on parle d'un monsieur là, qui est seul. Les flammes se sont propagées en quelques minutes à peine. Ce voisin, lui aussi pompier, n'a pas hésité avant d'enfiler son équipement. La veille, tous célébraient ensemble la Saint-Jean. Ils sont venus à la maison complètement désemparés, ils avaient besoin d'une place pour digérer tout ça finalement. Puis c'est ça, c'est ma femme qui les a accueillis, qui les a consolés, qui a essayé d'organiser un peu la suite des choses là, parce que c'était pas évident pour eux. Le lendemain, le constat est difficile pour Roxane Gendreau, la sœur de l'un des sinistrés. Elle a lancé un appel à la générosité sur les réseaux sociaux. Depuis, les dons affluent. C'est magnifique. On n'en voit plus beaucoup, on pense que justement, il y a juste du négatif, mais non. Non, j'ai vu l'élan de solidarité sur Facebook ce matin. J'ai parti un GoFundMe, ça explose. J'ai essayé de trouver des dons et tout ça sur Facebook. On est plusieurs à essayer de trouver pour pouvoir les aider. Ça fonctionne vraiment, puis un cri du cœur. Merci du fond du cœur. À une centaine de mètres des lieux, cet organisme au sous-sol d'une église ouvrira ses portes aux familles sinistrées pour leur offrir tout ce dont elles ont besoin. Aucun blessé n'est à déplorer. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine de l'incendie. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, à Saint-Pierre-de-l'Île d'Orléans. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien et vous le constatez. Aujourd'hui, je tourne sur un fond vert totalement naturel. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis maintenant un peu plus de 24 heures, là où j'enregistre actuellement, il y a tout simplement plus d'électricité, plus d'internet, plus rien, ça ne marche plus. Résultat, depuis hier, vous avez peut-être vu que sur la chaîne, il y avait pas mal de petits shorts et pas des vidéos un peu plus long format parce que je suis obligé de m'adapter, voilà, évidemment. Alors, en l'occurrence, on se retrouve dans cette émission qui sera forcément un petit peu particulière, mais parce qu'il y a de nouvelles informations autour de GTA 6. Donc forcément, je ne pouvais pas faire autrement que de vous les partager. En l'occurrence, elles proviennent de Amazon Brésil, ainsi que d'une boutique revendeur au Brésil, là aussi, qui ont visiblement des informations supplémentaires. Alors, évidemment, tant que ce ne sera pas officialisé par Rockstar Games, on prendra les pincettes d'usage. Enfin, visiblement, ils ont eu un petit listing un peu plus étoffé, parce que sinon, vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce serait quand même un peu surprenant qu'il l'ait juste inventé. Alors, je vous propose, sans plus tarder, qu'on y aille et qu'on découvre. On va faire des informations qui paraissent une évidence, et puis vous allez voir, il y a des choses qui concernent les réseaux sociaux in-game qui ont l'air d'être assez intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Tout d'abord que, évidemment, on va pouvoir basculer entre Jason et Lucia, et qu'il y aura en plus des missions en duo. Bon, ça paraît être assez évident, on va dire que c'est globalement la mécanique de GTA V, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir 3 personnages, où la map se dézoome, on revient, on part, etc., là, il n'y en aura que 2, c'est un duo, on est au courant, forcément, le jeu s'adaptant à sa nouvelle histoire. Les PNJ ont leur propre routine, ça, j'ai envie de te dire, évidemment, mais là où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, c'est sur les réseaux sociaux. Et là, ils expliquent. Réseaux sociaux intégrés. Regardez des vidéos virales, suivez des influenceurs, découvrez des événements mondiaux via votre téléphone en jeu. Et là, forcément, je ne peux pas faire autrement que de me souvenir, le tout premier trailer,
qui avait montré des longues séquences où on voyait vraiment des réseaux sociaux, où les gens se filmaient à gogo, etc. Et où l'on pouvait entreapercevoir que, certes, GTA a toujours été un pastiche de notre société, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous êtes quelque part en train de regarder, hein, et ben, ils font partie intégrante de nos vies. Mais le fait qu'il puisse y avoir des vidéos virales, qu'il faille suivre les influenceurs in-game, ça, c'est quand même une nouveauté non négligeable qui, là encore, se connecte totalement avec le monde bien réel pour forcément créer, il y aura des fausses marques, il y aura des faux trucs, et pouvoir en créer des caricatures, tirer le trait encore plus haut. Bon, parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin néanmoins. Alors, on continue, parce que voilà, je lis en même temps que vous les informations, émission un peu particulière, hein, très artisanale aujourd'hui, mais c'est l'adaptation. Suivez les influenceurs de Vice City et découvrez des missions secondaires secrètes via les réseaux sociaux. Bon, alors, si tout ça, évidemment, est fondé, on comprend bien que ça va être pas une petite partie, etc., mais ça va être au cœur de l'expérience. Découvrez les missions secondaires secrètes via les réseaux sociaux. Ça, je trouve que c'est super classe. Autre point, et c'est là on voit à quel point le smartphone, in-game, va être crucial. Le téléphone de votre personnage diffuse des vidéos en temps réel. J'en déduis que notre téléphone va être un réceptacle. On va pouvoir voir des vidéos, suivre des influenceurs, débloquer des missions secondaires secrètes, etc. Mais on va peut-être aussi pouvoir en être un. Et ça veut dire, eh ben, si on voit quelque chose qui se passe de manière systémique, avec des PNJ qui font n'importe quoi, etc., capter le moment, le filmer, le partager dans le réseau social in-game. Et alors attendez, ok, GTA 6 c'est une expérience solo, mais imaginez si il pousse le vice de Vice City, bien sûr, à faire en sorte qu'il y ait aussi une application dans le monde bien réel, application GTA 6, qui serait à télécharger au lancement du jeu, et qui regrouperait les vidéos in-game que l'on a pu choper. Et donc, on pourrait suivre, liker, etc., dans notre vraie vie, des choses qui se passeraient dans le monde de GTA 6. Alors attention, hein, là je suis dans de la supposition totale, hein, c'est moi qui interprète, imagine, fantasme, souhaite d'une certaine manière, parce que là ce serait complètement dingue, et qui mieux que GTA 6 pourrait créer cette passerelle totalement fluide entre le monde réel et le monde virtuel. Ce serait complètement dingue. Chaque protagoniste possède des capacités uniques qui influent directement l'écosystème criminel et l'intelligence tactique des missions. Bon, on a bien vu, hein. Jason et Lucia vont avoir des équipements distincts, des armes personnelles et personnalisées d'ailleurs, mais ils auraient donc aussi des capacités uniques. Il faudra voir de quoi il s'agit. Vous noterez que Lucia, elle a l'air vraiment badass, hein. À chaque fois on le voit dans les trailers, mine de rien, c'est la plus vénère des deux, hein, plus que Jason. Dans les trailers que l'on a à disposition pour l'instant, hein. Nous sommes toujours dans l'attente du trailer numéro 3, que nous étions un certain nombre à espérer, à penser, peut-être voir hier, mais les choses ne se sont pas passées comme cela. Ça pourrait être très classe. Des tempêtes et des changements d'heure affectent la physique et le gameplay. Excusez-moi, je n'en peux plus, moi. Je suis chaud bouillant. Et pas uniquement à cause de la température. Parce que bosser à l'extérieur, c'est aussi subir un... Là, dès le matin, on est à quoi, là? On est déjà à plus de 30 degrés. Voilà, on est bien. Mais c'est une clim naturelle, on va dire. On s'adapte. Donc, ouais, on voit avec le moteur graphique que ça pourra être complètement incroyable. Imaginez des tornades, évidemment dans la zone où ça se déroule, on est en Floride, il y a tout ce côté très humide. Prenez vos récompenses en... On n'est pas prêt. La carte est la plus grande, la plus dense et la plus ambitieuse jamais créée par Rockstar Games. En avions-nous un doute, de vous à moi? Alors, cela étant, je fais partie de la team
qui pense que c'est pas tant la taille qui compte, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est la plus grande map du monde, de l'histoire de l'humanité, etc. Pour moi, c'est pas le sujet. L'important, c'est sa densité. C'est comment est-ce qu'elle est peuplée et c'est qu'est-ce qu'on a à y faire. Parce que tu peux faire une map absolument gigantesque avec des zones vides, où il se passe rien, des grands déserts, des grandes zones humides. Bon, ok, c'est joli, c'est bien, c'est sympa. Tu peux afficher la plus grande map de tous les temps. Ok. Et je pense que lorsque l'on voit les trailers, lorsqu'on voit les images, parce que maintenant on a quand même, franchement au bas mot, je pense une centaine d'images qui en plus ne sont pas toutes tirées des trailers, hein, donc qui nous montrent un petit peu plus généralement les lieux, les environnements, les PNJ, etc. J'ai le sentiment que ça va être d'une densité ahurissante, à tomber par terre, absolument historique. Et c'est là où moi j'attends Rockstar Games, vraiment. Et je pense que si c'est couplé justement avec un système où on filme, etc., des situations qui peuvent se produire, bah c'est là où ça pourrait totalement s'épanouir. En tout cas, j'ai particulièrement hâte. La PS5 Pro offre des performances améliorées, des taux de rafraîchissement plus stables et des résolutions encore plus nettes. Bon, là encore, on se doutait bien que le jeu sortant uniquement sur console, à savoir PS5 et Xbox Series, et que du côté PlayStation, il y a une console Pro, plus puissante donc que les consoles standards, et bien forcément ils vont en tirer parti. Quand on sait en plus à quel point Rockstar Games et PlayStation sont main dans la main, avec un deal commercial, pour pousser GTA 6, on se doute bien que l'optimisation va être le cran du dessus, et qu'avec le PSSR 2.0, qui vraiment, là, depuis qu'il a été introduit en début d'année 2026, fait des petits miracles. Là, honnêtement, autant au début de la PS5 Pro, je vous le disais, je trouvais que c'était à la marge, que c'était pas totalement indispensable. Autant là, depuis qu'il y a le PSSR 2.0, les jeux qui l'utilisent, c'est franchement super impressionnant. Donc sur GTA 6, bah oui, on se doute, on peut imaginer qu'on ne sera probablement pas en 4K native sur PS5 standard et Xbox Series, et en tout cas clairement pas 4K native et 60 images par seconde, ça c'est sûr, vu le jeu que ça a l'air d'être. On aura sûrement de la 4K dynamique, 30 images par seconde, et peut-être un mode performance avec une résolution un peu amoindrie, qui visera le 60, peut-être, on verra. Là où sur PS5 Pro, il est tout à fait envisageable qu'on aura probablement un mode qui va s'approcher de la 4K et du 60 FPS, le tout cumulé. En tout cas, c'est ce que j'espère, et ce que j'imagine, et ce que je souhaite dans l'absolu, du moins pour ceux qui ont une PS5 Pro. Mais j'ai dans l'idée que s'il y a un jeu qui peut permettre de vendre des PS5 Pro par palette, c'est GTA 6. GTA 6. Et puis quelque part derrière, tu rentabilises ton investissement parce que sur PS5 Pro, dans quelques mois, il y aura God of War Lofay, il y aura Intergalactic. Je ne présage pas de leur qualité. Enfin, c'est Santa Monica Studios, c'est Naughty Dog et c'est de l'exclusivité. On peut se dire qu'à mon avis, ils vont essayer de pousser la barre le plus haut possible. Bon, un monde vivant alimenté par l'intelligence artificielle créant des événements aléatoires organiques à travers la carte. Alors quand ils disent intelligence artificielle, attention, comprenons-nous bien, c'est vrai que c'est devenu un mot valise. L'IA générative, Claude, OpenAI, Gemini, etc. Bon là, on parle pas de ça. Là, on parle de l'IA que l'on connaît dans le jeu vidéo depuis maintenant des décennies, en vérité, depuis que le jeu vidéo existe. Ça veut dire de l'intelligence artificielle qui fait qu'il y a des routines qui sont données aux PNJ et qu'ils vivent leur vie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais créant des événements aléatoires organiques à travers la carte, mon délire là on aura un téléphone vraiment en jeu, ça c'est acquis, mais qu'on pourra filmer et le mettre sur un réseau social et tout. S'il y a des événements organiques, aléatoires, et oh t'as vu ce moment, regarde ça, etc. Franchement, et alors maintenant, imaginez pour GTA Online. Les gars, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Non mais vraiment, je sais que c'est un terme, petite phrasounette là, qui est un peu galvaudé et tout, mais on n'est pas prêts. Ils vont nous balancer du lourd, du très 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 lourd. Alors tout ça, évidemment, ça vient, je vous le disais, de Amazon Brésil, c'est pas non plus n'importe qui, et d'un gros revendeur, en l'occurrence, pareil, brésilien là encore. Je regarde un petit peu les capacités.
douceur. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, on continue de suivre d'heure en heure la situation au Venezuela, la suite de ces 2 violents séismes. C'est un bilan, malheureusement, qui est à la hausse, tant au niveau des morts et des blessés. C'est une vraie course contre la montre aussi pour les secouristes. Oui, absolument. 235 morts minimum en ce moment, 1520 blessés dans le dernier bilan là, qui date quand même. Là. Donc, on peut s'attendre à ce que ce matin, quand les autorités vont faire le point, à ce que ça augmente encore un peu. Puis tu parles de course contre la montre, c'est toujours ça. Quand il y a un séisme, là, des gens qui sont coincés sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de décombres qui souvent vont rester en vie, vont avoir une poche d'air, vont avoir un accès, sont même capables de crier. C'était le cas, par exemple, d'une habitante, d'un habitant plutôt qui s'appelle Danny Rizzo, qui donnait un témoignage à l'AFP en disant « On entend une petite fille crier en ce moment sous des décombres, on ne peut pas la sortir, il y a un pilier extrêmement lourd, on va avoir besoin d'une pelleteuse. » Donc on réclame de l'aide aux plus maudits. Et là, les États-Unis ont déjà promis une réponse importante, vont envoyer des navires de guerre, on se comprend qu'il y avait déjà une présence militaire dans le coin pour des raisons qu'on connaît au Venezuela, vont déployer aussi des avions, des hélicoptères, Brésil aussi qui annonce un envoi d'aide, même l'Iran, parce qu'ils sont un allié traditionnel quand même du Venezuela, vont envoyer aussi des secours. Bon, on ne sait pas ce qu'il leur reste comme aide humanitaire qui peut transiger jusque-là, mais il y a plusieurs pays qui ont annoncé une réponse. Après, je le rappelle, 2 séismes jumeaux, 7.2 et 7.5 sur l'échelle de Richter, l'un après l'autre avec un écart de même pas une minute. Et ça touche bien des gens au Québec aussi. Hein? J'entendais puis je lisais toutes sortes de commentaires de la diaspora vénézuélienne ici, qui vivait aussi des heures d'angoisse, parce que comprendre là, qu'à la suite de ces 2 séismes-là au Venezuela, les communications sont hyper complexes. Il n'y a plus d'électricité, plus de gaz. Ben oui, alors, pour les gens qui sont ici au Québec, qui sont en attente de nouvelles de proches, ces heures-là paraissent une éternité, on se comprendra. Quand tu parles d'aide qui est en train de s'organiser, le Canada a fait quand même son bout de chemin. Mark Carney a annoncé aussi 5 millions de dollars en aide humanitaire pour soutenir ces opérations-là de secours d'urgence. Et il y a la Croix-Rouge aussi qui essaie d'organiser. Tu sais, dans ces choses-là aussi, il faut toujours faire attention parce que, bon, on vit en 2026, là, il y a toujours des gens, malheureusement, qui veulent essayer de profiter des catastrophes, là, tu sais. Alors, si vous donnez par les voies officielles. La Croix-Rouge aussi est en train de s'organiser, bien sûr, pour faire parvenir là, les biens de première nécessité, parce que sincèrement, plus on voit des images en provenance du Venezuela, plus on comprend aussi l'ampleur de la gravité de la situation. On vient chez nous, le 1er juillet, ça s'en vient. Il y a plusieurs ménages qui risquent d'être à la rue. Puis on entend parfois des histoires qui sont à fendre le cœur. Et c'est le cas dans le journal ce matin. Témoignage d'une aînée de 82 ans qui va se retrouver sans logement. Oui, un dossier de notre collègue Anaïs Desjardins, une aînée de 82 ans, Nicole Capelli, qui, elle, résidait avant là, avec son fils, un fils handicapé qu'elle aidait là, dans toutes ses tâches quotidiennes dans une RPA. Et là, habitait là jusqu'en juin. Là, compte de malheur, 2 jours avant là, son déménagement, parce que le loyer avait augmenté. Là, il est passé de 2200 à 2600. Mais hop, elle perd son fils dans un arrêt cardiaque, décède. Et là, à ce moment-là, non seulement elle perd son fils, mais perd aussi une partie de son budget parce qu'elle recevait une prestation gouvernementale pour aider son enfant handicapé, là, comme une espèce de proche aidante, alors qu'elle a elle-même là, un proche aidant qui vient l'aider, son petit-fils Charles Capelli. Mais là, elle perd une partie de ses revenus, elle a juste sa pension de vieillesse, et elle se rend compte que, là, il n'y a pas toutes les RPA qui acceptent qu'il y ait un proche aidant qui soit là, de un. De 2, on se comprendra que dans son budget, à 1100 $ à peu près, 3,5, 4,5, ça n'existe pas. Alors, elle est obligée, là, depuis 2 semaines et demie, d'habiter chez son ex-belle-fille qui a 2 enfants, un bébé dans un tout petit logement. Elle s'est fait expulser le jour de la Saint-Jean, cherche désespérément un logement, puis elle dit... Mais que les RPA puissent pas l'accueillir, là, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vraiment cinglé, surtout que là, elle dit, regarde, j'appelle là, partout à l'Office municipal de l'habitation de Montréal, j'appelle dans des comités de logement, j'appelle dans des ressources, puis à chaque fois, elle dit, c'est un carrousel, on m'envoie ailleurs, puis on dit, appelez là, il y a peut-être une place, puis appelez là, il y a peut-être une place. Je suis une femme de 82 ans, elle a sa pension vieillesse, elle a travaillé toute sa vie, incapable à ce moment-ci de se loger.
Imaginez le stress, l'angoisse que cette situation met sur les épaules d'une dame de 82 ans qui a fait sa part pour la société. Là. C'est de cette façon-là que le Québec remercie cette pauvre dame de 82 ans en lui faisant passer par cette espèce de 12 travaux d'Astérix pour essayer, on dit souvent la pyramide de Maslow, les besoins de base, là, c'est se loger, bien se nourrir. Dans une société riche comme le Québec, là, c'est inacceptable qu'on traite nos aînés de cette façon-là. Alors là, j'espère que ce matin, là, des fois, il faut que les histoires soient dans le journal, ou à la radio, ou à la télé, pour qu'il y en a qui se réveillent, là. Hein? Fait que là, j'espère qu'il y a des gestionnaires de RPA, là, qui vont s'enlever les doigts d'où ce qu'on pense, là, puis qui vont voir cette histoire-là, puis qui vont dire, attendez un instant, là. On va vous prendre en charge, madame, on va venir vous aider. OK? À tous les gestionnaires, là, qui sont bien bons en arrière de leur bureau, puis qui savent absolument rien de ce qui se passe sur le terrain, là, si c'était votre mère, si c'était votre grand-mère, cette dame-là, Madame Capelli, l'auriez-vous traité de cette façon-là? J'espère que non. Sincèrement, j'espère que non. À quoi ça sert des RPA d'abord? À quoi ça sert? Pourquoi on a mis ce réseau-là en place? On n'essaie pas de faire de la charité. Là. On demande à la personne de lui donner quelque chose. Cette dame-là demande de pouvoir payer pour être logée quelque part. Ah oui, mais là, il y a des procédures. On peut pas le prochain date. C'est ça, n'importe quoi. Non, mais c'est toujours ça, le Québec. Paysan des impôts toute ta vie. Mais ça, quand tu as besoin d'avoir des services, t'en auras pas. On manque tellement de respect envers nos aînés, là, ceux qui ont bâti le Québec. Là, on est dégueulasse. Sincèrement, c'est gênant. Fait qu'allumez. Hein? Aujourd'hui, là, allumez, s'il vous plaît. Une question de dignité pour cette pauvre dame-là. Il y a l'enjeu de la crise du logement. Il y a un autre enjeu social qui est hyper important, c'est toute la question de violence conjugale, de relations toxiques. Et là, à Lévis, ça reste nébuleux cette histoire-là là, de cadavres enterrés, mais nos collègues du journal ont enquêté puis ont dressé un peu le portrait de la situation. Puis en trame de fond, là, clairement, il y aurait une relation toxique entre la victime et son ex. Là. Oui, son ex qui est accusé, lui, déjà d'outrage à un cadavre. Martin Carrier, un acteur de 61 ans de Lévis, qui aurait enterré, c'est ce qu'on comprend, le cadavre de Sushmita Bashkaran, qui, elle, demeurait aux États-Unis avant, est venue s'installer au Québec, ingénieure de formation, originaire de l'Inde, elle a 51 ans, elle travaille pour l'Agence mondiale anti-dopage, et elle était en relation toxique qui, allait plus, en 2010 jusqu'en 2018 avec M. Carrier. Il y a plusieurs documents juridiques qui parlent d'une séparation extrêmement houleuse, sont allés devant le tribunal civil pour une histoire d'enrichissement injustifié après la vente d'une maison. Elle ne pouvait pas contracter de prêt parce qu'elle n'était pas citoyenne canadienne. Lui avait fait le prêt en son nom, a payé un loyer, mais maintenant, quand ils se sont séparés, lui a vendu la maison puis il n'a rien donné. Ça a fini par lui remettre de l'argent. Et là, on se comprend. Là, il a comparu mardi, Martin Carrier. Le ministère public s'est opposé à sa remise en liberté en disant de nouvelles accusations pourraient vraisemblablement être déposées contre lui à ce moment lorsqu'il reviendra devant le tribunal le 3 juillet. Donc, on se comprend qu'une enquête complexe qui se poursuit. Alex, on ne peut pas dire à ce moment-ci qu'il l'aurait assassiné, mais ça peut être dans les accusations qui va tomber si c'est le cas. Est-ce qu'on est encore devant un autre féminicide au Québec qui tombe un bien drôle de moment, on s'entend avec les événements de lundi. Je veux dire, si n'importe quelle tranche ou catégorie de gens, de démographie, d'origine ethnique se faisait autant tuer à un rythme aussi rapide et systématiquement que les femmes au Québec, il y aurait une cellule de crise quelque part pour essayer de régler ça. Parce que chaque fois, on s'en désole, puis on est bien triste. Puis... Mais on va pas à la source, le pourquoi de la violence. Mais dans ce cas-ci, en tout cas, on va laisser l'enquête faire son cours. Mais en trame de fond de tout ça, il y a clairement, en tout cas, une question d'abus, d'essayer de profiter de la vulnérabilité. Dans ce cas-ci, c'est une question en fonction de son statut aussi, clairement, pour lui faire vivre un véritable calvaire. Tu faisais référence à ce qui s'est passé en début de semaine, de cette tuerie épouvantable, où un policier a perdu la vie en service, où un citoyen
en est mort également. Et une policière qui a été gravement blessée, qui risque d'être traumatisée pour le reste de sa vie. Donc, ce qu'elle a vécu, c'est épouvantable aussi. Là, il y a eu au cours des dernières heures aussi une manifestation contre l'idéologie incel. Une centaine de personnes qui étaient réunies. Bien le bonjour, ma... C'est un très beau sport, mais ça aiguise la patience. Ici, vous m'excuserez si je deviens un peu personnel, mais en me retrouvant, je pense automatiquement à tous ceux qui, depuis une semaine, m'ont posé la même question. Qu'est-ce qu'on devient une fois que le hockey est terminé? Léo me disait tantôt, ce n'est pas d'abord et avant tout de prendre des poissons, c'est d'abord pouvoir afficher un assez beau style et enfin de ne pas toucher son voisin. Depuis 10 minutes, je n'ai pas touché du tout. Même si on n'a rien pris, c'est quand même assez intéressant. Mais je peux pas dire que je préfère pas presque autant l'atmosphère bruyante du hockey. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? Non, je crois que ça a mordu. Ouais, c'est une surprise, ça y est. Woup! Voyons ce que les professeurs m'ont enseigné. Wow! Chérie, tu vas pisser encore. En approchant, profondeur. Oui. Oh, vilain! Belle pièce, ça! Eh bien, il ne reste plus qu'à nous présenter notre trophée. Bonjour madame, vous êtes en train de faire votre marché. Est-ce que c'est le marché de la semaine? C'est seulement des petits marchés journaliers. Est-ce que vous faites
ça comme ça tous les jours? À bicyclette. À bicyclette, c'est un sport pour vous faire C'est ça, un exercice de journée. Combien vous dépensez? Trouvez-vous que vous dépensez moins en achetant en petite quantité comme ça qu'en faisant de marcher une fois par semaine? Oui, et puis c'est plus frais aussi. Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants en bas âge. Est-ce que je pourrais vous demander à peu près combien vous dépensez pour l'alimentation dans une semaine? C'est une quarantaine de dollars. Est-ce que vous êtes venu faire votre marché pour une semaine ou pour une journée? Non, seulement pour une journée. Vous faites ça régulièrement? Non, seulement je le fais la fin de semaine, mais disons au début de la semaine que je viens faire quelques emplettes. Ce qui manque. Ce qui manque. Je vois que vous avez une liste d'emplettes dans la main. Est-ce que vous suivez ça fidèlement? Toujours. Vous faites jamais de petite folie? Bien, disons que ça peut arriver, mais je m'en tire habituellement à ma liste. C'est vous qui avez fait le marché aujourd'hui? Une partie du marché. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Fois par mois, peut-être. Fois par mois? Fois par mois. Le reste, c'est mon épouse qui le fait. Est-ce que vous aviez une liste d'achat quand vous êtes arrivé? Oui, j'avais une liste d'achat que mon épouse m'avait rappelée. L'avez-vous suivi fidèlement? Plus ou moins. Plus ou moins, vous avez acheté des petits extras? Souvent, oui. Pourquoi? Ben, disons que c'est une question de goût personnel. Donc, je connais ce qu'il y a dans la maison. À un moment donné, si je vois quelque chose qui m'intéresse, qui est du goût de ma famille, à ce moment-là, je l'achète tout simplement. Est-ce que vous trouvez plus avantageux que ce soit votre femme qui fasse le marché? Disons qu'on ne sait jamais aller à ce problème. Vous dépensez pas plus qu'elle? Non. Maintenant, est-ce que vous achetez des choses spéciales simplement pour vous faire plaisir ou lui faire plaisir, ou est-ce que vous suivez les rabais qu'il y a dans les magasins? Non, jamais. Bonjour madame, vous venez de faire votre marché pour une semaine ou pour une journée? Pour une journée. Normalement, est-ce que c'est ce que vous faites? Normalement, je viens à peu près 3 fois par semaine. Parce que vous avez une grosse famille? Parce que j'ai une grosse famille. Et puis le jeudi ou le vendredi, je fais la grosse commande pour la fin de semaine. Et puis ensuite, le lundi, mardi, on commence. Vous avez déjà commencé. Est-ce que je peux vous demander combien vous avez d'enfants d'abord? J'en ai 4 à la maison. De quel âge? Mon mari et moi, ça fait 6. Des grands-enfants? Oui, des grands-enfants. Est-ce que ça vous coûte à peu près combien en moyenne par semaine, juste pour l'alimentation? Oh, je dirais entre 55 et 60. Avec le lait, le beurre, ça compris. Est-ce que vous êtes obligé de calculer pas mal? Parce que c'est quand même assez élevé. Ah, bien. Là, plus ça vieillit, moins on calcule. Mais je sais ce que c'est compter. Oui. Est-ce que vous avez choisi ce magasin-là? Ici, on est dans un grand centre d'achat plutôt qu'un autre parce qu'il vend moins cher ou pour d'autres raisons? Bien, premièrement, ça m'accommode parce que je travaille tout près. Et puis, deuxièmement, bien, si c'était trop cher, j'aurais d'autres magasins ailleurs. Est-ce que vous profitez des articles marqués à rabais, comme oui, par exemple, oui. comme ça? Oui, même que j'en prends la caisse des fois. Pour économiser? Pour économiser, c'est ça. Est-ce que vous aviez une liste d'achat avant d'entrer aujourd'hui? Non, je sais à peu près ce qu'il me faut. Quand je vois un spécial, je me gêne pas, je le prends. Vous ne faites jamais de liste? Non. Vous êtes assez habitué maintenant? Non, c'est ça. Bon, est-ce que vous achetez tel produit parce que vous avez vu une annonce à la télévision ou bien pour faire plaisir à vos enfants? Ça arrive quelquefois que les enfants vont dire on va essayer ça, moi-même l'achèterai. Ça arrive dans ce moment-là. Parce que ça arrive que vous faites Parce que moi, j'ai pas le temps de regarder beaucoup la télévision. Est-ce que vous faites jouer des fois? Je dis pas, non, je n'ai pas été trop malchanceuse. Quand vous voyez plusieurs sortes, comme là, on est devant les pains, il y a à peu près 20 sortes de pains. Comment vous faites pour choisir le meilleur? Ça, j'ai pas de choix. Je regarde, puis je me dis, tiens, il me semble que ça a l'air bon, ça, je vais prendre ça. Puis un peu à la télé, c'est pareil, c'est ça. Oui. Est-ce que d'après vous, vous êtes une consommatrice bien avertie ou bien si vous achetez un petit peu? Là, bien, je dirais pas que je suis plus avertie qu'une autre, mais seulement qu'avec l'expérience que j'ai, je me fais moins jouer qu'autrefois. Oui. Comment faites-vous pour distinguer d'un produit à l'autre? Je pense, voilà, il y a plein de livres. Qu'est-ce que vous choisissez? Sur la marque ou non, pas tellement sur la marque, sur le prix. Sur le prix, bien, moi, j'examine les prix d'un produit à l'autre et puis la quantité pour voir ce qui est plus avantageux. Qu'est-ce qui vous donne vos renseignements? C'est quand vous vous promenez dans le magasin? Quand je me promène, oui. C'est très rare que je vais consulter les journaux, c'est plutôt à me promener dans le magasin. Est-ce que vous trouvez que la télévision vous donne assez de renseignements sur l'alimentation? Oui, oui. Vous êtes bien renseigné. Oui. La publicité, est-ce que ça vous fait peur? Disons que je n'aime pas tellement la publicité. Je trouve qu'on peut se documenter nos journées. Oui. Et de quelle façon? Bien, en regardant soit les journaux, ou bien ceux qui aiment les journaux, ou bien dans le magasin, regarder les prix, et puis par ça, je trouve que c'est à essayer les produits qu'on peut juger vraiment. Ça fait plusieurs années que vous faites le marché, j'imagine. Est-ce que vous trouvez que vous avez plus d'expérience aujourd'hui? Oui,
Oui, on apprend l'expérience. Vous venez régulièrement, évidemment, puis ici, dans ce magasin-là, il y a des produits qui sont marqués prix miracle ou prix à rabais. Est-ce que vous suivez ça quand vous faites votre liste d'achat? Oui. Vous faites une liste d'achat? Oui. Puis avant de partir, je fais ma liste, puis je regarde les spéciaux. Est-ce que vous la suivez, votre liste? Oui. Vous achetez jamais des choses juste par fantaisie, là, pour faire plaisir à quelqu'un? Non. Est-ce que vous achetez des choses pour vos enfants? Oui. Comme quoi, par exemple? Ben, il y a des choix, des articles. Quand ils sont avec moi, ben, ils me demandent quelque chose, alors j'achète ce qu'ils demandent. Est-ce que vous dépensez plus quand ils viennent faire le marché avec vous? Oh oui, parce que le panier s'emplit plus vite. Est-ce que votre mari, des fois, fait le marché à votre place? Non, il vient avec moi. Oui. Est-ce que vous dépensez plus quand c'est lui qui est là? Oh, oui. Oui? Qu'est-ce qu'il vous fait acheter de spécial? C'est surtout dans le dessert. Des choses sucrées, quoi. Oui. Maintenant, est-ce que vous achetez tel produit, par exemple, parce qu'il est populaire, ou bien parce que vous l'avez vu annoncer à la télévision? Je l'achète parce qu'il est annoncé à la télévision aussi. Par rapport, il y a tellement d'annonces. On essaie de voir si c'est meilleur que d'autres. Est-ce que, d'après vous, vous êtes une consommatrice qui est pas mal au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de la consommation? Oui. Est-ce que vous lisez des revues spécialisées là-dedans? Pas tellement, mais j'en ai qui, à tous les mois, ils m'envoient une revue. Et je lis dans celle-là. Oui. Ça vous intéresse? Oui. Maintenant, dans les formats des boîtes, est-ce que vous arrivez à distinguer ceux qui sont moins chers ou pas? C'est difficile. Quand ça fait 11 ans, on finit par... Vous savez quoi faire? Ça va être, oui. Comment vous avez appris à faire le marché? Est-ce que c'est une chose qu'on doit apprendre, nous, les femmes? Oui, c'est comme la cuisine. Comme nous autres, même, avec l'expérience, on finit par savoir où aller, où acheter. Oui, c'est ça. Est-ce que vous considérez, maintenant, vous dites que ça fait 10 ans que vous faites des achats régulièrement, est-ce que vous êtes une consommatrice beaucoup plus avertie qu'il y a 10 ans? Faites-vous moins de bêtises? Oui, je fais plus vite, quoi. Vous allez plus vite?